Bonjour, je suis avec Jérôme Honorat. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes intervenu il y a plusieurs communications dans le cadre des encéphalites limbiques et des auto-anticorps. Alors, j'étais très intéressé par deux présentations. Que faut-il faire en pratique? Faut-il rechercher tous les auto-anticorps? Ou bien faut-il véritablement, comme vous le disiez, revenir à la clinique, à l'étude sémiologique du patient et en fonction de ça, mieux cibler la recherche? Alors c'est sûr que avec l'évolution des techniques, l'évolution des identifications de biomarqueurs, il y a un foisonnement extrêmement important de nouveaux biomarqueurs et de nouveaux auto-anticorps. On en a de plus en plus. Dans l'ataxie cérébelleuse auto-immune, par exemple, on doit être à entre 30 et 40 anticorps différents, avec la plupart ne sont pas recherchés avec des tests commerciaux, donc il faut le faire à façon dans des laboratoires spécialisés, ce qui ne rend pas les choses simples. Et puis dans les encéphalites auto-immunes, à peu près tous les 8-9 mois, il y a un nouvel auto-anticorps qui est décrit. Quels sont les grands cadres finalement auxquels il faut être attentif? Alors c'est là où c'est extrêmement important et les choses sont en train de changer. La description initiale il y a 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans, en 2007 par Joseph Dalmau, c'est l'encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur qui a changé un peu les choses, où c'est très inflammatoire. C'est une patiente qui va aller d'abord en psychiatrie, puis va se retrouver en réanimation avec des troubles dysautonomiques, des mouvements anormaux, une PL inflammatoire, on a toujours une inflammation, quelquefois c'est uniquement des bandes oligoclonales, mais oui, il y a une inflammation. Une IRM dans ce cas-là qui est peu informative, qui montre peu de choses, et on va mettre en évidence les anticorps anti-NMDA récepteurs dans le liquide céphalorachidien. Et en général, le clinicien y pense parce que la clinique est tellement sévère, c'est en réanimation, on a appris la sémiologie, on va mettre en évidence les anticorps et on va pouvoir commencer à traiter. Oui. En fait, les choses évoluent de façon extrêmement importante avec la description des anticorps anti-LGI1, anti-Casper2 et même Englon5, où là, la clinique est beaucoup plus discrète. Ça n'est pas des patients, sauf après plusieurs mois ou quelques années d'évolution, qui vont se retrouver en réanimation. Ils vont présenter des troubles cognitifs, des troubles cognitifs ou des troubles hippocampiques ou des crises d'épilepsie qui vont amener à penser au diagnostic, mais on peut avoir un liquide céphalorachidien normal et l'hypersignal hippocampique n'est pas toujours présent. Donc en fait, c'est la sémiologie qui doit nous faire penser au diagnostic. Et on le voit particulièrement avec les encéphalites à anti-Casper2, où la pathologie n'est pas comme dans l'encéphalite à anti-NMDA récepteur où ça va être aigu, c'est en 15 jours ou 3 semaines que les troubles s'installent. Là, ça va prendre plusieurs mois, chronique, avec des petits troubles de mémoire épisodiques. Si vous ne testez pas le cognitif, vous ne pouvez pas voir les altérations des patients. Un MMS très peu altéré. Et c'est simplement en faisant la ponction lombaire et en recherchant les anticorps que vous allez vous apercevoir que ce patient a fait une encéphalite limbique. Donc quand même y penser devant des troubles cognitifs, une crise d'épilepsie chez un sujet plutôt âgé, donc en fait, quand même, ou une deuxième partie de vie. Oui. Et à ce moment-là, rechercher les auto-anticorps dans le liquide céphalorachidien. En même temps que les biomarqueurs d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Exactement. Je pense que devant toute discussion d'un trouble cognitif, on devrait faire de façon systématique à partir du moment où il y a des petites atypiques, ça va un peu plus vite que ce qu'on pouvait voir dans la maladie d'Alzheimer. Il faut rechercher les anticorps. Alors pour les anti-LGI1, c'est le liquide céphalorachidien et le sérum, parce qu'on a 15% des patients qui n'ont les anticorps que dans le sérum. Donc il faut bien penser à regarder les deux. Y penser aussi sur des présentations peut-être un peu plus complexes, finalement avec une atteinte périphérique et une atteinte centrale à minima. Oui. Par exemple, l'anticorps anti-Casper2, l'atteinte des neuropathies à petites fibres sont extrêmement fréquentes avec des patients. On a des patients qui initialement se sont présentés avec des brûlures des membres inférieurs de type neuropathie périphérique. Et c'est simplement en les examinant et en discutant qu'on s'est aperçu qu'ils avaient des troubles de mémoire épisodiques et qu'en fait, c'était une encéphalite auto-immune. Vous avez présenté aussi une nouvelle entité avec un anticorps anti-K5. AK5. AK5.
Alors, c'est une pathologie extrêmement rare. On a publié l'an dernier une série de 26 patients dans Brain. C'est très inflammatoire. C'est très rare. C'est entre 0 et 2 patients par an en France actuellement. Et là, c'est comme l'encéphalite à anti-NMDA récepteur, c'est très aigu et très sévère, avec systématiquement une inflammation et une lyse neuronale à la ponction lombaire, une IRM pathologique avec des hypersignaux T2 bi-hippocampiques. Et la particularité clinique, c'est que c'est la mise en place d'un syndrome de Korsakoff en très peu de temps. En quelques semaines, en 10-15 jours, avec un trouble de mémoire antérograde absolument massif, mais pas de crise d'épilepsie. Donc des patients qui ne vont pas se retrouver en réanimation et qui vont consulter parce qu'ils ne sont pas anognosiques, donc ils consultent parce qu'ils sont extrêmement anxieux de s'apercevoir que leur mémoire a disparu. Donc un tableau vraiment très particulier pour lequel là, cette fois, le clinicien est censé avoir des points d'alerte. D'abord faire une IRM pour savoir ce qui se passe, il va voir les hypersignaux, penser que ça puisse être un anticorps anti-AK5. Il est important de se référer au centre de référence parce que cet anticorps n'est pas dans les tests commerciaux aujourd'hui. D'accord. Donc finalement, toujours être très vigilant, soit devant des tableaux très explosifs, très inflammatoires, mais également devant des tableaux plus, je dirais, plus subaigus, chroniques, avec ces troubles cognitifs et puis éventuellement une altération périphérique, par exemple. Et penser qu'on rentre aussi dans le champ des mouvements anormaux avec l'anti-GLUN5, qui là a été décrit initialement chez des patients qui avaient des troubles du sommeil paradoxal, où ils ont une levée de la paralysie du sommeil paradoxal. Et en fait, on s'aperçoit que le champ clinique est beaucoup plus large. Ça se présente plutôt comme une atrophie multisystématisée avec une atteinte bulbaire. Donc des patients qui peuvent avoir des fasciculations, des chorées, pour lequel on peut suspecter une maladie neurodégénérative parce que ça s'installe très lentement, cette fois sur plusieurs années. Il n'y a pas d'inflammation du liquide céphalorachidien, il n'y a pas d'anomalie de l'IRM, donc il faut vraiment penser que ça puisse être auto-immun alors que ça se présente sous forme neurodégénérative et rechercher les auto-anticorps qui là aussi ne sont pas au jour d'aujourd'hui dans les tests commerciaux. Donc il faut aller au centre de référence et rechercher ces anticorps. Et actuellement, on a diagnostiqué en France 25 patients. Ça évolue de façon exponentielle, le nombre de patients diagnostiqués, parce que ce n'est absolument pas la cohorte auquel on pouvait penser que c'était auto-immun. Un grand merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.